Starship a peut-être un problème. On l'a tous vu lors de son 8e vol, mais le Starship V2, inauguré lors du 7e vol, a à nouveau été détruit et perdu quelques minutes seulement après son lancement. Alors, c'est assez normal avec la philosophie de SpaceX de faire beaucoup d'erreurs pour apprendre vite, mais le problème c'est que certaines informations qui sont internes à SpaceX et qui ont fuité semblent hélas indiquer que le problème pourrait être beaucoup plus grave. Plusieurs éléments qui semblent relativement sérieux pointent en effet du doigt des problèmes de management, de construction ou encore de développement même du Starship. Et disons-le, la possibilité de voir l'entreprise d'Elon Musk retarder lourdement dans ses ambitions lunaires ou même martiennes est hélas à l'ordre du jour et commence même à se faire sentir. Mais alors, au-delà des théories fumeuses qui sont tant antiques pro SpaceX, que se passe-t-il réellement? Faut-il réellement s'inquiéter? Et quelle est un peu la situation dans l'ensemble? Eh bien ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo, après vous avoir invité à vous abonner. Mais avant de commencer, vous savez ce qui est important pour développer une fusée? Les maths. Que ce soit pour faire fonctionner une fusée à grille-pain, traiter les photos double, envoyer un satellite en orbite, ou encore faire fonctionner l'écran de l'ordinateur, du téléphone ou de la télévision avec laquelle vous regardez cet épisode, eh bien, les maths sont partout. Alors, on n'est pas tous obligés d'être copains avec eux, loin de là même. Mais, qu'on le veuille ou non, eh bien, les maths sont essentiels au monde tel que nous le connaissons, et au développement de l'humanité en général. Ils ont en effet rendu possible la construction des plus grands monuments, et l'évolution de notre civilisation dans son ensemble. Alors bien sûr, on a tous une perception et un avis différent sur leur utilité ou la relation qu'on a avec eux, et c'est justement là que la science a besoin de vous. Le CNRS, le Centre national pour la recherche scientifique, lance en effet une consultation ouverte au grand public et à tous et à toutes, que vous aimez les maths ou pas, et vous pouvez être utile. L'objectif est en effet de comprendre la perception des maths par le grand public et de comprendre comment on peut en faciliter l'accès à tous les âges. Et si ça vous intéresse d'y participer, promis aucun calcul n'est nécessaire pour remplir le formulaire, eh bien vous le trouverez via le lien en description en scannant le code QR, et il est disponible jusqu'au 30 avril. Ça fera avancer la science et promis, c'est garanti, sans mot de tête. Allez, sur ce, on passe à l'épisode. Le 7 mars, le duo Starship Super Heavy décollait pour ce qui allait être le 8e vol du prototype, et également le second vol du Starship V2. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, tout n'allait pas très bien se passer. Quelques minutes après le lancement, et alors que Super Heavy allait être récupéré une nouvelle fois, eh bien, le Starship allait à nouveau être perdu. La suite, vous la connaissez. Le Starship subira un départ de feu, perdra plusieurs moteurs, dont un qui sera littéralement détaché après une probable explosion, et finira par s'autodétruire quelques instants après. Dans les minutes qui suivront, il retombera en pièces au large des Bahamas, et fin de l'histoire. Et le responsable est assez simple à trouver. Comme pour le 7e vol, le Starship a en effet souffert d'un phénomène appelé l'effet Pogo. Alors, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, donc pour ceux qui connaissent le sujet, je ne vais pas trop revenir dessus, mais on peut résumer l'effet Pogo en une phrase. Des vibrations intenses qui secouent tout le lanceur, causées par des fluctuations de la poussée des moteurs. Par malchance, il s'agit de vibrations dites harmoniques, où toute la fusée est secouée comme une bouteille que l'on secoue. Et pour en comprendre les effets, il va falloir regarder cette représentation du Starship et de son intérieur. En bleu, vous avez le réservoir de méthane en bas et d'oxygène au-dessus en vert. En dessous du réservoir de méthane se trouve le compartiment avec les moteurs, qui est parfois surnommé le grenier des moteurs. C'est un espace clos et très difficile à ventiler, et retenez-le car c'est important pour la suite. En effet, lorsque ces vibrations se produisent, et encore plus quand les réservoirs commencent à se vider, le carburant va venir taper les parois comme une bouteille d'eau à moitié vide que l'on secoue. Le grenier va alors se retrouver saturé en carburant inflammable et explosif, et on connaît la suite. Alors avant de continuer, petite parenthèse importante, mais il y a une chose à savoir sur l'effet Pogo. Il dépend en bonne partie des fines variations naturelles de la poussée des moteurs. Particulièrement marqué sur les gros lanceurs, il est connu depuis l'ère d'Apollo, et le développement de Saturne V. Le problème, c'est qu'il est aussi difficile à prédire et simuler au sol. Par exemple, les premières générations de Starship n'en ont pas souffert. Mais les Starship V2, qui ont de plus grands réservoirs, sont plus lourds et plus longs, eux, permettent cette espèce de vibration harmonique et toutes les conséquences que l'on connaît. Et malheureusement, eh bien, prédire et anticiper cet effet au développement était très compliqué, voire impossible, et même si certains points auraient pu être évités pour que ça n'arrive, eh bien, le gros du travail reste malheureusement à faire une fois le problème découvert.
Il est en effet subtil, profondément ancré dans le design et la structure du Starship, et n'est malheureusement pas tellement la faute des ingénieurs, même si, évidemment, ça aurait été mieux de l'anticiper. D'autant plus qu'on a beau dire, mais SpaceX a tenté d'y pallier. Pressuriser le grenier à l'azote pour étouffer les départs de feu, modifier les conduites de carburant pour éviter les ruptures, et encore d'autres font en effet partie des modifications apportées lors du 8e vol par rapport au 7e. Sauf que ça n'a pas suffi et ça a même pointé du doigt un autre problème. SpaceX a en effet tenté d'enchaîner les vols rapidement et même si les tests au sol ont été intenses, ça n'a malheureusement pas suffi. D'autant que, malheureusement, le problème semble assez grave. Comme je le disais, l'effet Pogo est directement lié à la structure et au poids du Starship. Et dans l'état actuel des choses, les solutions les plus simples ont déjà été appliquées sans succès. Et il y a pire. SpaceX aurait en effet remercié l'ingénieur en chef gérant la propulsion et le transport du carburant dans le Starship. Or, c'est un poste clé, complexe, et qui demande une connaissance approfondie de cette partie du véhicule. On apprenait aussi de sources internes que SpaceX aurait voulu se dépêcher pour enchaîner les vols, au prix malheureusement de ne pas suffisamment investiguer le problème. Et depuis, malheureusement, les choses font tout sauf s'améliorer. Si on regarde les dernières informations disponibles, on peut par exemple voir que SpaceX s'éloigne progressivement de sa politique initiale. Apprendre de ses erreurs et y construire dessus. Ici, le choix a été fait d'effleurer le problème sans le corriger en profondeur. Mais il faut aussi nuancer ça. Je vais en parler dans un instant, mais corriger le problème va demander de lourdes modifications du Starship. Et les prototypes comme celui du vol 8 étant complètement terminés et difficiles à modifier, faire le choix de lancer malgré tout pour récolter des informations en bonus n'était pas non plus dénué de sens. Toujours est-il que maintenant il va falloir s'attaquer au cœur du problème. Revoir la structure du Starship au moins en partie, la propulsion et la façon dont il répondra aux vibrations. Le problème, c'est que ce sont des modifications profondes, complexes, et qui risquent de demander plusieurs mois pour être développées. Et il y a pire. Dans l'état actuel des choses, les Starships couvrant les vols jusqu'à l'automne au moins sont déjà bien avancés. Or, ces modifications impliqueront de reconstruire au moins en partie les prototypes. Le problème, c'est que dans l'état actuel des choses, construire et préparer un prototype pour son lancement demande une petite année. On peut donc raisonnablement craindre que les prochains mois au moins ne soient un peu du temps perdu pour SpaceX. Le problème, c'est que l'entreprise a un calendrier serré. Avant les incidents déjà, les essais de ravitaillement en orbite, cruciaux pour exploiter le Starship lunaire et remplir les contrats Artemis avec la NASA en amenant un astronaute sur la Lune, avaient déjà été décalés de 2025 à 2026. Et je ne parle même pas de leur intérêt si un jour SpaceX veut aller sur Mars. Repousser le calendrier pourrait ainsi retarder ces essais à 2027 ou même 2028 dans le pire des cas, et rendrait l'envoi d'un Starship lunaire habité impossible avant 2029 ou 2030, ou plus tôt. Or, quand on sait que le retour sur la Lune est prévu en 2027 et que Blue Origin compte avoir un atterrisseur habité prêt en 2029, la concurrence sur des contrats particulièrement lucratifs pourrait s'avérer rude pour SpaceX. Rappelons en effet que cette année-ci, Blue Origin compte déjà faire voler du matériel lunaire pour commencer à tester son atterrisseur et que les choses semblent respecter le calendrier. Pour retourner à SpaceX et dans l'état actuel des choses, les choix qui sont faits ne semblent pas toujours les meilleurs. Pousser pour des modifications rapides mais peu efficaces, renvoyer des membres clés de l'équipe qui sont le plus à même de régler le problème. Il fallut des ingénieurs connaissant bien Saturne V pour régler le problème de l'effet Pogo. Tous les choix ne semblent hélas pas être les plus idéaux. La pression continue de monter, et le risque de voir jeter près de 12 mois de prototypes en construction existe malheureusement bel et bien. Alors bien sûr, nul doute que SpaceX surmontera le problème, et s'en sortira d'ailleurs assez bien. Mais en attendant, c'est aussi un souci réel. Les choix faits au cours du développement ont un peu trop verrouillé le design actuel. L'anticipation, et j'insiste sur l'anticipation d'un possible effet Pogo, semble avoir été sous-évaluée, et le management semble pousser à enchaîner les vols. Les prochains mois seront donc cruciaux pour évaluer la gravité de la situation et l'impact qu'elle aura sur le planning des missions. Rappelons en effet que le premier lancement d'un Starship commercial est attendu en 2027 pour le satellite Super-Pearl 9 et que de façon plus large, les Starlink V2 attendent les Starships pour renforcer la constellation d'Internet par satellite de SpaceX, un pilier vital de leur financement. Avec les contrats pour la NASA comme ceux d'Artemis d'ailleurs. Un tableau complexe donc et pour lequel il faudra encore s'armer de patience. Mais ça, j'en reparlerai encore au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.
Et quant à moi, eh bien, c'est ici que je vous quitte pour aujourd'hui. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.